Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette 28e édition de webinaire Cegidloop Nouveautés, donc en ce vendredi 13 octobre 2023. Comme d'habitude, je vois qu'il est 14h01, on va se donner encore une petite minute ou deux. Je vois qu'il y a des participants qui se connectent. Voilà, donc donnons leur chance aux retardataires, encore une petite minute ou deux, et puis on va démarrer juste après. Merci. Peut-être encore une petite minute. Je vois effectivement les gens se connectent, ça monte petit à petit. Voilà, je propose qu'on démarre, hein. Il est 14h02. De toute façon, pour les retardataires, comme vous le savez, l'événement est enregistré et sera envoyé à tous les inscrits en replay en début de semaine prochaine. Donc, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, bienvenue, hein. Donc, c'est le 28e épisode du webinaire Nouveauté Cegidloop, donc destiné aux clients et aux utilisateurs, utilisatrices de Cegidloop. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, suite, je crois, au dernier épisode qui était le 15 septembre, il y a à peu près un mois. Alors, aujourd'hui, à l'agenda, nous avons trois sujets. Un premier sujet donc avec Cyril Joanneau, et comme d'habitude, Cyril va nous présenter les nouveautés produits des toutes dernières versions de Cegidloop. Et comme vous le savez, nous sommes en mode de développement continu et de release continue, comme on dit, c'est-à-dire que l'équipe de Cyril met à votre disposition des nouvelles fonctionnalités au fil de l'eau. Donc c'est pour ça que vous avez à minima deux releases pendant le mois. Et Cyril vous présentera également la nouvelle interface de Cegidloop, hein, effectivement, qu'on va généraliser, je crois, Cyril, le 25 de ce mois. Certaines d'entre vous l'utilisent déjà, en tout cas pour ceux et celles qui ne le font pas encore, et vous allez la découvrir. En deuxième partie, nous avons la chance d'avoir François-Xavier, hein, Van Thuan, de l'équipe Small Business, donc petite entreprise, qui nous parlera de Cegid Devifacture, hein, cette solution de facturation que nous proposons aux entreprises à travers vous. Et il parlera plus en détail de l'intégration de la liaison avec Cegidloop, et ceci aussi dans le cadre de l'arrivée de la réforme de la facturation électronique. Donc voilà, c'est François-Xavier. Et pour finir, je ferai, comme c'est la tradition à certains webinaires, un petit point écosystème. Il y a eu beaucoup d'activités récemment, et notamment sur le congrès à Montpellier de fin septembre. Donc voilà pour l'agenda. Je propose de démarrer avec Cyril. Et pour mémoire, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de poser des questions, hein, dans le chat, hein, cette petite icône avec point d'interrogation, un Q&A, questions-réponses, et on sera ravis d'y répondre, soit de manière publique, soit en privé, si ça ne concerne que votre cabinet, et bien sûr pour des questions de confidentialité. Voilà, encore une fois, merci de votre présence cet après-midi. Je propose qu'on démarre le premier point de l'agenda avec Cyril sur les nouveautés Cegidloop. Cyril, c'est à toi. Merci Pierre. Bonjour à toutes et tous. Donc, depuis la dernière fois, on a en effet livré deux versions qui sont la version 4.65 et 4.66. Les principales nouveautés de cette version-là, le premier sujet, c'est l'évolution des paramétrages de la configuration de TVA du dossier.
Je vais vous montrer tout à l'heure là dans l'interface comment ça se matérialise. Donc il y a 2 sujets. Il y a le premier sujet qui est de dire, j'ai un peu plus de champs de paramétrage, qui ont été ajoutés, qu'on va dire qui sont les éléments permanents du dossier sur la TVA. Typiquement avant on ne pouvait pas cocher, que le dossier était en franchise de TVA, donc on a ajouté ce champ. On a ajouté des champs aussi, même si mon dossier est la TVA sur encaissement, est-ce que mon client a opté pour la TVA avec option sur les débits? Voilà, tout un tas d'éléments comme ça, structurants du dossier. Et puis ensuite, je vous montrerai, on a travaillé sur, l'élargissement des comptes comptables, à configurer, à l'issue de la génération, pardon, de la déclaration de TVA. On a ajouté, alors ça on en met en permanence, on rajoute toujours, des diligences, à notre programme de travail. Donc là, on a rajouté, un cut-off et une diligence, sur les intérêts courus à recevoir. Ensuite, un 3e point, on a certains dossiers qui sont un peu compliqués pour le collaborateur dès lors qu'il y a beaucoup de mécènes, sur l'entreprise. Il y a un formulaire, le 2069 RCI là, qui présente, la liste des donateurs. Et quand vous vous retrouviez dans un dossier où potentiellement il y avait une centaine de donateurs, bon, ça devenait un peu un parcours de combattant pour créer les fiches, une à une, dans l'application. Donc là, on a rajouté un petit principe, d'import d'un fichier CSV pour vous permettre de gagner du temps, sur cette typologie de paramétrage. Je vous montrerai ça aussi également. Un autre point qui était assez important pour certains d'entre vous, c'est sur la publication des sommaires. Dès lors que vous génériez une plaquette avec, les comptes annuels, l'annexe, et ainsi de suite, et les paramétrages éventuels que vous avez ajoutés. On génère un fichier PDF, global, et dans certains processus, chez certains cabinets, ce fichier PDF, est déposé dans un autre outil, notamment pour avoir une signature électronique. Donc en fait, la taille du PDF, on l'a retravaillé, on a maximisé, travaillé autant que possible sa réduction de cette taille de fichier pour justement vous permettre de pouvoir le déposer, le transmettre, plus facilement et de ne pas avoir de contraintes sur la taille de fichier. Je peux pas vous dire exactement le pourcentage de réduction parce que ça dépend de l'État en lui-même, mais bon, c'est assez significatif. Donc, je pense que vous le verrez par vous-même. Donc on peut dire que de l'ordre de 30-40 % de réduction, sur la majorité des documents. Ensuite, sur la partie TVA, EDI, paiement, on a rajouté des petites alertes dans le ruban des contrôles, pareil pour favoriser l'expérience utilisateur. Et puis au niveau de la 2572, bon, il y a un champ, typiquement qui sont liés au cahier de paramétrage EDI qui est le champ du chiffre d'affaires, qui a été supprimé. Ensuite, on a travaillé sur la partie, collecte. Donc là, ça concerne essentiellement le module, d'import que vous avez, dans l'application. Donc on a ajouté une colonne sirène dans l'interface des imports de dossiers, pour que ce soit, plus lisible. Et puis, au niveau de la console des imports partenaires, on avait des partenaires qui nous envoient des écritures sur le dossier Loop. Et donc ces écritures-là sont dans un sas de décompression et le collaborateur peut aller dire, OK, j'ai vu ces nouvelles écritures qui sont arrivées, je valide, leur intégration dans la comptabilité. Et là, ce qu'on a fait, c'est que le partenaire était en aveugle, il ne savait pas si le collaborateur avait validé ou pas les écritures que celui-ci avait transmises. Donc on a créé une API à destination des partenaires, hein, qui sont émetteurs, de la donnée, pour qu'ils aient un statut de retour. C'est-à-dire qu'ils vont savoir si, le collaborateur a rejeté l'intégration des écritures en attente ou s'il a, validé leur intégration, dans la comptabilité. Donc là, c'est plus pour les gens qui nous envoient de la donnée. On leur donne un statut d'information pour qu'ils sachent, où est-ce qu'on en est dans l'intégration de ces écritures. Sur la partie comptabilisation, on a ouvert, la gestion d'un compte, collectif, pour les retenues de garantie. Donc ça, c'est typiquement si vous avez des dossiers avec une activité, BTP,
Vous pourrez avoir des comptes tiers associés sur un 411.7, 401.7. Voilà, donc ça c'est en place. Et puis on a misé pas mal de temps de développement là sur ces 2 dernières versions sur les correctifs qui sont liés à des tickets support. On a commencé à élaguer notamment tout ce que des sujets qui sont en lien avec la fiscalité, puisque la prochaine PF arrive doucement, mais elle arrive quand même. Donc voilà, on a mis un focus pour régler les cas que vous nous remontez. Alors en général, ce sont plutôt des cas à la marge sur certaines configurations de dossiers, mais en tout état de cause, vous êtes confronté avec une problématique de gestion par l'application. Donc voilà, donc on a corrigé à peu près une bonne trentaine de PRB, tickets support, dans un langage commun. Voilà pour ça, donc je vais vous montrer la config Oui, TVA en direct peut-être? Oui, pardon? oui, Cyril, excuse-moi, juste une question, j'en profite. Je pense Ouais, qu'elle est liée à l'optimisation de la taille des PDF. ouais. Bonjour, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nos logos à la génération PDF sont dégradés. Ça n'a pas de rapport. Enfin, j'espère que ça n'a pas de rapport. Normalement, non. Donc, si vous avez une dégradation suite à cette mise à jour, il faut qu'on regarde à travers un ticket parce que c'est pas censé toucher votre PDF, votre logo du PDF. Donc, je sais pas vous répondre. Faut qu'on regarde si vous avez la possibilité de faire un ticket et si vous pensez que c'est lié à cette nouvelle fonctionnalité, ben, on va analyser, le cas échéant, apporter une correction. Très bien. Et une autre question, sur les collectifs, est-il possible d'en créer plusieurs désormais? Non, toujours pas et ce sera, jamais le cas. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre, la retenue de garantie, c'était un cas particulier parce qu'il était sur un compte de racine de 3 qui sont les 411 et dès lors que sur les comptes de racine de 3, vous ne pouvez pas avoir plusieurs comptes collectifs. Donc si vous aviez choisi le 411-100, bah, le 411-700, c'était pas possible. Donc on a ouvert sur le 411-700 parce que le plan comptable est orienté de cette manière et on l'avait pas géré, précédemment. Par contre, on n'a pas d'ouverture, massive, de multi-collectifs, si vous vouliez faire un 411, 100, 200, 300, 400. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, le robot hérite, de documents qui sont à comptabiliser. Donc, aller faire le choix de, quel serait le bon compte collectif associé à un tiers dès lors qu'on va créer nous-mêmes le tiers, on peut pas forcément le deviner. En plus, c'était également pour répondre à des usages, lorsque vous aviez pas d'outils disponibles, notamment, tout ce qui est le contrôle des TVA. Je sais qu'il y a des cabinets, des collaborateurs qui avaient, pour se sortir de cette étape, un peu complexe du cadrage, créaient des 411-100 pour les clients à 20 %, des 411-200 pour les clients à 10 % et ainsi de suite. Tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir ce niveau de granularité, géré à travers le plan de compte général dans Loop. C'est Loop qui va vous ramener la bonne valeur à déclarer et va vous mettre à disposition les contrôles qui vont bien dans la déclaration de TVA. Pour autant, on travaille là pour le début de l'année prochaine à vous donner une fonctionnalité qui donne un peu de souplesse. Parce que mon exemple, sur les taux, bah, typiquement, on le gère par l'application. Par contre, si vous aviez besoin de dire: «Bah, je veux les 411, qui sont liés à une activité et les 411 qui sont liés à une autre», donc là, c'est ce qu'on appelle un besoin de regroupement. On va travailler pour rajouter un qualifiant, en fait, dans la fiche tiers. C'est-à-dire que dans une fiche tiers, vous pourrez dire: «Bah, ce tiers, il est associé à ma catégorie de regroupement, Paris», et lorsque vous ferez une édition de vos tiers clients, vous pourrez dire: «Je veux regrouper par la catégorie». Donc ça, on va démarrer ces sujets-là pour vous proposer ce fonctionnel et arriver à lever la contrainte du multi-collectif, dans vos usages et vous permettre d'avoir une réponse en face qui vous permette d'avoir des regroupements pour suivre des choses qui sont, plutôt extra comptables que comptables, là, pour le coup.
Voilà, j'espère que je n'ai pas été un peu long dans mon explication, mais enfin, c'est pour vous donner un peu le pourquoi du comment on le fait pas et qu'est-ce qu'on va faire pour vous apporter une réponse malgré tout Mmh. sur les besoins de suivi, extra-comptable sur des tiers. Tu as d'autres questions, Pierre? Non, non, pas d'autres questions Non? et effectivement et merci monsieur Benchemoun, hein, qui disait que la notice n'était pas claire sur le sujet, donc on prend ce point-là et merci de votre retour pour, clarifier cette l'aide en ligne sur ce point particulier. À votre disposition. Donc je vais vous montrer cette petite config de TVA. Hop, j'espère que Oui, vous voyez bien mon écran. ouais, c'est bon, tu peux y aller Cyril. Voilà, donc là je suis sur Loop, hein, je suis au niveau d'un de mes dossiers à moi là, sur lequel je fais mes petites démos et des petits scénarios. Donc au niveau du menu de configuration à l'intérieur du dossier, vous avez la brique, TVA. Dans la brique TVA, vous aviez, par le passé, que 2 onglets qui étaient, général et TVA sur lettrage. Et au sein de l'onglet général, on avait mélangé, du paramétrage qui est propre au dossier, c'est-à-dire le régime, l'exigibilité et ainsi de suite. Et en dessous, on vous présentait en fait les comptes comptables à faire matcher, sur une CA3 ou sur une CA12. Donc là, on a apuré un peu la présentation des choses, c'est-à-dire sur la partie générale, c'est vraiment ce qui est lié à la configuration, TVA purement du dossier. Et ensuite, vous avez un nouveau menu qui est la partie comptabilisation. Donc ça, c'est ce qui va nous amener à comptabiliser le déclaratif, dès lors que vous en aurez fait la supervision sur la période. Et là, on a élargi les scénarios pour vous permettre d'avoir une écriture de TVA qui est générée, qui aurait pas un reliquat dans un 471 en fait. Donc voilà, on a essayé de couvrir à peu près tous les cas d'usage. Vous avez la main, bien évidemment, sur le paramétrage, enfin les comptes que vous souhaitez mettre en face de chaque ligne. Et pour vous y retrouver sur la configuration, on a repris le même wording, enfin le même libellé qui est écrit sur une déclaration. Donc bon, normalement, ça doit parler à tout le monde. Le vocabulaire vous est forcément familier. Petite précision, c'est que la comptabilisation d'une déclaration de TVA se fait exclusivement lorsqu'on est en TVA automatique. C'est-à-dire que nous, on apporte des automatismes, on vous aide au plus sur cette expérience. Par contre, si vous êtes dans un cadre où vous faites de la TVA manuelle, vous n'aurez pas d'OD de générer. On couvre vraiment toute la chaîne automatisée et pas la chaîne manuelle. Donc je vous invite si vous ne l'avez pas encore fait sur certains dossiers pour lesquels vous assurez la tenue, à tester à minima sur un dossier, la configuration de la TVA automatique, pour que vous puissiez, voir comment ça fonctionne, vous rassurer sur la qualité des traitements et de remplissage, qui est assurée par Loop et puis, également bénéficier, de l'automatisation de l'OD de TVA. Une dernière info complémentaire, c'est que, bon, maintenant que l'OD, normalement doit être, propre, à l'issue de la déclaration, on va passer à une autre étape, pour vous soulager, c'est de faire le lettrage automatique de toutes les écritures qui nous ont emmenés jusqu'à la déclaration. Voilà, donc ça, je pense que vous aurez ça d'ici la fin de l'année, tout début janvier. On est en train de réaliser quelques tests là avant de livrer tout ça. Voilà, donc vous aurez normalement une expérience totalement aboutie, de bout en bout, à toutes les étapes, du workflow de création d'une déclaration jusqu'à, la supervision et la comptabilisation et le lettrage, de l'OD avec les comptes de TVA, qui vont bien en face. Voilà pour ça. Il y a pas de question peut-être, Pierre? Parce que j'ai tendance à aller peut-être trop vite. Alors attends, je vérifie, je Mmh. vérifie. La comptabilisation se fera même lorsque la TVA n'est pas en automatique? Non, c'est exclusivement lorsqu'elle est en automatique. D'accord et une deuxième question, est-ce que l'OD mentionne encore les centimes? C'est une, bonne question. Ça a du sens à ce qu'on mentionne les centimes, si on arrive à vous enchaîner l'étape,
lettrage sur les écritures, parce que les écritures qu'on va ramener dans votre déclaration, elles comportent des centimes et pour le coup, si on veut lettrer du 1 à 1, on a capacité à le faire. Je confirmerai, je ne sais plus si les centimes sont affichés ou si on s'est arrêté à la décimale. Je sais pas vous dire, faut que je regarde. On a le nom de la personne qui a posé la question, Pierre? Non, c'est anonyme, mais Alors si madame... anonyme Oui, pouvait devenir autre que anonyme, j'aurais avec grand plaisir la capacité de vous faire une réponse par mail en direct. voilà, n'hésitez pas à renseigner votre adresse email dans la conversation, ça ne sera partagé qu'avec nous en l'occurrence. Voilà, Voilà. pas d'autres questions, Cyril, en tout cas sur Ok, j'ai cette un petit partie. point complémentaire que j'ai oublié. En fait, les éléments qui sont dans la partie générale ici, là, ce sont des éléments qui vous sont familiers, mais qui n'étaient disponibles que à la création d'une nouvelle déclaration de TVA. Donc typiquement, si je vais dans la déclaration de TVA en cours, voilà, c'était les éléments qui étaient dans cette petite fenêtre ici, en fait. Donc on les a rapatriés dans la config de base pour vous permettre, dès le départ, quand vous configurez un dossier, d'avoir les bons critères d'alimentation. Typiquement, est-ce que je vais faire de la TVA automatique ou pas? Est-ce qu'il y aura une télétransmission derrière ou pas? Donc tout ça, fallait le faire à chaque fois que vous faisiez une nouvelle déclaration de TVA. Donc là, on va s'appuyer sur les derniers choix que vous avez fait de la dernière déclaration de TVA pour mettre à jour l'onglet général. Et dès lors, vous ferez une nouvelle déclaration. On s'appuiera sur ce qui a été hérité dans l'onglet général pour préalimenter cette petite fenêtre pour la prochaine déclaration. Ça ne vous empêchera pas toujours de pouvoir modifier les choix qui seront poussés par défaut. Voilà, on a fait ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que parfois, les gens ne savaient plus trop s'ils étaient en automatique, pas en automatique, s'ils télétransmettaient sur le dossier, s'ils ne télétransmettaient pas. Donc là, le fait de le mettre dans la config dossier, ça évite de se poser des questions par défaut, le champ va être alimenté. Et puis derrière, on a des enjeux également avec l'application de la réforme, bien qu'elle soit repoussée, nous on continue nos avancées, on reste sur le même rythme, hein, on est exactement comme si elle avait eu lieu à la première date annoncée. Et du coup, ce sont des éléments qu'on va aller transmettre à Business Connect qui en aura besoin pour faire les éléments de e-reporting et de e-invoicing. Il y a des champs là-dedans là, qui sont importants à récupérer. Donc ça permet d'homogénéiser la centralisation des informations dans le dossier pour qu'on puisse l'exposer à des tiers. Bon, le premier tiers, en l'occurrence, c'est un tiers Cegid. Mais potentiellement, si demain il y avait un tiers externe qui avait besoin de récupérer cette information, via des API, on aurait capacité à la rendre publique. Voilà pour ça. Et il y a un autre petit point aussi que je voulais vous montrer sur mon histoire tout à l'heure de donateur mécène. Là. Voilà, donc ça c'est pour faire suite à la 2069 RCI. Donc ici il y a la stipulation là, du cadre 4 du mécénat. Vous avez un petit bouton maintenant là, dans l'application ici qui s'appelle Importer. Et le fait de cliquer sur ce bouton, ça va vous éviter de créer à chaque fois ajouter un formulaire, ajouter un formulaire, ajouter un formulaire. Donc si vous en avez fait 100, il fallait faire 100 fois le clic et il fallait tout renseigner à la main, vu que ce ne sont pas des éléments qui sont connus du dossier permanent, ce sont des éléments de source externe. Donc le fait de pouvoir importer ce petit fichier, ça va vous permettre de créer autant de fiches qu'il y a de mécènes pour alimenter cette déclaration. C'est pas forcément un sujet qui touche tout le monde, mais la bonne nouvelle, c'est le fait que maintenant on sache faire des imports de données complémentaires directement dans une donnée ciblée. On va pouvoir étendre cette pratique à d'autres fonctionnalités en fait. Donc on a fait celle-ci en premier parce qu'il y avait une pression assez forte et des enjeux compliqués pour des dossiers où il y en avait beaucoup de mécènes.
mais on va petit à petit ajouter cette capacité d'import dans une donnée complémentaire à d'autres données. Voilà pour les mises en avant que je voulais vous partager sur ces 2 dernières versions. Alors Cyril, deux, Ouais, trois choses. ouais. Déjà sur la question de la mention des centimes dans les OD. Alors il se trouve que nous avons la chance d'avoir Victor Melin de l'équipe Professional Service avec Ah, il va nous. pouvoir nous dire si ça a changé ou pas alors, parce que Bah oui, alors il le je confirme, n'ai il pas dit oui, vérifié. il y a les centimes. Ouais, Et il précise également que la génération des écarts de centimes entre la comptabilité et le déclaratif dans un 471 est par défaut. d'accord, OK. Voilà, donc madame, en l'occurrence, qui posait la question, bah, vous avez votre réponse. Et Cyril, pendant que tu parlais, sont arrivées deux autres questions Ouais. d'anonymes. Lorsque l'écriture de TVA a été générée et qu'il y a un compte 471, est-ce qu'il y a moyen de modifier cette écriture? Non, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de compte 471. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à s'améliorer si toutefois vous constatez qu'il y a encore quelques reliquats de situations qui fassent en sorte qu'on le génère. Mais ce n'est pas l'objectif parce que l'OD de TVA ne peut pas être différente que la déclaration de TVA qu'on a supervisée. Donc c'est pas pour embêter le monde, hein, en fait, qu'on fait ça, c'est pour vraiment qu'il y ait une cohérence et une traçabilité entre le déclaratif et les données qu'il comportait et la déclaration qui a été générée, l'OD de TVA sur la déclaration qui a été générée en comptabilité. Donc si on a encore un enjeu sur des 47 qui nous embêtent, il faut qu'on les résolve et c'est ça la solution finale et c'est pas de permettre la modification de l'écriture, sinon on perd toute la relation entre l'écriture et le déclaratif justificatif, voilà, qui nous ramène à la piste d'audit, de la comptabilité, quoi. Voilà, merci Cyril. Et puis une dernière question qui va peut-être te servir de transition. Enfin, je pense qu'en tout cas, ça pourrait être le cas, puisque la question est, pourquoi nous n'avons pas la même version que vous, fond bleu vert et Ah! non blanc? Incroyable! Bah, Tu voilà, vois? parfait. Bah, du coup, j'enchaîne. Eh ben vas-y. Donc ça, c'est la nouvelle version, du design de Cegidloop. Alors, je vais retourner sur une vue que vous connaissez, si vous êtes collaborateur, c'est la vue portefeuille, hein, lorsque vous arrivez à la connexion, sur vos dossiers. Hem, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré la charte graphique de Cegid. Cette charte graphique, c'est une charte graphique, d'entreprise, du groupe Cegid et donc, comme on a des clients qui sont utilisateurs de plusieurs applications Cegid. Il y en a qui utilisent Cegid puis il y en a qui utilisent Cegid Devis-Facture, XRP Sprint, enfin ainsi de suite. On a ce qu'on appelle au sein de Cegid un design system, donc c'est notre charte graphique qui est matérialisée au niveau informatique dans nos applications pour homogénéiser l'UX et l'UI dans toutes les applications, pour que l'utilisateur s'y retrouve à peu près lorsqu'il passe d'une application Cegid A vers une application Cegid B. Ce qu'on a changé, en fait, on n'a pas fait une révolution, hein, il y a pas de fonctionnalités, qui ont été remis en cause, par ces changements. C'est simplement des notions d'optimisation de la navigation. Précédemment, je vais vous montrer la version d'avant. Voilà, ici, si j'étais sur ma liste des dossiers de mon portefeuille, j'avais une barre de menu à gauche et j'avais une barre, de menu en haut, en fait. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapatrié tout ce qui était là dans le haut, on l'a redispatché dans les bons menus, sur la partie gauche et on a déplacé quelques éléments qui étaient en bas, on les a mis sur la partie droite. Donc je vais vous illustrer le propos. Tac, tac. Voilà, donc tout ce qui était ici, bah, en fait, ça s'est retrouvé, stocké sur la barre, de navigation de gauche. Donc comme ça, vous avez toute la centralisation de l'information qui est présente. Bien évidemment, bah, si on avait besoin d'ajouter des sous-menus qui étaient présents là-haut, ils se retrouvent, bien évidemment ici dans les briques, de navigation et vous avez quand vous êtes sur la vue dossier,
c'est pareil, vous aviez des menus tout en haut, ils se retrouvent sur la partie gauche. Et vous aviez le petit robot là qui était présent pour accéder au robot comptable qui maintenant, lui, est présenté ici sur la barre principale. Donc c'est les seules choses qui changent pour vous dans vos habitudes, au-delà bien évidemment du graphisme, des listes et des couleurs, mais en tout cas, il y a pas de, vous n'allez pas être perdu dans l'utilisation de cette nouvelle interface. Donc pour la mise à disposition généralisée de cette interface, on a une version qui sort le 25 octobre, qu'on nomme la version 5 au sein de Cgloop, qui embarque beaucoup de fonctionnalités qui seront disponibles en preview, c'est-à-dire qu'en phase de test, et il y a beaucoup aussi de fonctionnalités qui étaient en phase de bêta, en phase de test, qui seront livrées à toutes et tous et qui seront généralisées sur cette version. Donc vous allez recevoir une communication, là on est en train de faire une action marketing autour de ça pour que vous ayez bien les bonnes infos, les nouveautés qui sont dans la version, celles qui seront encore en prévisualisation, et tout ça, donc ça va être généralisé là à la fin du mois d'octobre. Il y a aussi un élément important, c'est ce sujet-là du nom du dossier. Bon, en fait, on a grossi l'information. Là, vous voyez, mon dossier s'appelle Serge Loubik Démo Cgloop. Si je retourne sur la version précédente, il était tout en haut, là, il était beaucoup plus petit et moins visible pour le collaborateur et les clients. Donc, du coup, là, on a travaillé aussi sur cette partie-là pour que ce soit que vous sachiez tout de suite sur quel dossier vous vous situez. Voilà ce que je peux vous dire. Il y aura un autre élément qui arrivera un peu plus tard. À mon avis, ce sera plutôt milieu d'année prochaine. C'est qu'on va regarder comment est-ce qu'on peut adresser dans cette nouvelle interface la partie contrastée de l'affichage. On a déjà des utilisateurs qui utilisent cette version de l'application qui nous ont fait cette remontée. Ça n'a pas été nos sujets de préoccupation principaux, mais pour certains, on sent qu'il y a peut-être quelque chose à faire, à améliorer. Donc, voilà, on va retravailler ça. Mais bon, on aura des évolutions, c'est plutôt sur l'année prochaine que la fin d'année, parce que là, on s'attache surtout maintenant à travailler sur tout le fonctionnel et notamment tout ce que vous avez qualifié comme irritant pour vous livrer un maximum de choses pour la période fiscale. L'enjeu de l'interface, c'est vraiment d'aller corriger des choses si toutefois vous détectez que dans un menu, il y avait quelque chose qui se passait mal. Bon, là, bien évidemment, on fait une correction dans la foulée, mais on ne va pas apporter d'amélioration significative par rapport à ça. Voilà, donc tout ça, c'est le 25 octobre dans la V5. Vous aurez ce nouveau fonctionnel de disponible. Merci Cyril. Il y a une petite question sur, encore une fois, la nouvelle interface. Est-ce qu'il y aura éventuellement la possibilité d'opter pour un thème sombre dans l'apparence de Cgloop, entre parenthèses, fatigue oculaire? Ouais, je comprends. En fait, quand je disais version contrastée, ça pouvait sous-entendre aussi une version sombre. Je ne l'ai pas précisé, mais j'aurais pu le préciser. C'est ça. Donc la réponse est sans doute à terme, mais pas tout de suite. Par contre, on va voir ce que ça donne parce qu'on a trouvé des plugins en fait qui sont gratuits, qui sont attachés au navigateur, qui permettent d'utiliser un mode sombre et ainsi de suite. Donc en fonction des tests là qu'on est en train de réaliser, tant que c'est pas encore géré dans l'application et si toutefois c'est vraiment une difficulté pour l'utilisateur, on va essayer de vous donner des solutions à côté qui se greffent sous forme de plugin à votre navigateur, le temps qu'on ait traité nous directement dans l'application ce mode sombre ou ce mode contrasté. Parfait, merci beaucoup Cyril. Je ne vois pas d'autres questions, donc je propose que l'on passe au point suivant de l'agenda. Donc je vais reprendre la main et partager le...
voilà, le support. Donc, deuxième partie, Cégide de Vifacture, avec François-Xavier Van Thuan, dont je vais vous projeter la vidéo, enfin l'image. Donc, Cégide de Vifacture, hein, pour mémoire, on vous en a parlé à plusieurs reprises. Hein, c'est un logiciel Cégide de facturation à destination des entrepreneurs, hein, des dirigeants de TPE. François-Xavier vous le mentionnera, mais c'est pour créer simplement des devis, des factures, pour suivre les règlements au fil de l'eau, accélérer les encaissements. Effectivement, il y a des services financiers qui sont intégrés, et tout ceci, bien sûr, en garantissant la conformité des documents, mention légale, loi antifraude TVA, et bien sûr, généralisation de la facturation électronique avec la gestion des statuts. Donc, François-Xavier vous en parlera. En tout cas, je vais passer la main à François-Xavier, qui fait partie de l'équipe Petite Entreprise, hein, SB, et qui va vous parler plus en détail de l'intégration Cégide de Vifacture et Cégide Loop, et également des différents modèles de mise à disposition de Cégide de Vifacture. François-Xavier, c'est à toi, et je propose de passer directement au slide suivant. Voilà, je te laisse la parole. Très bien. Merci Pierre. Eh bien, écoutez, merci encore d'être là et bienvenue à tous. Bonjour. Donc merci Pierre d'avoir resitué Cégide de Vifacture. Effectivement, c'est un logiciel, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas encore bien, c'est un logiciel qui est destiné cette fois-ci à vos clients, vos entreprises, et qui, comme son nom l'indique, permet donc de faire des devis, des factures, des acomptes, des choses, comment dire, primordial pour une entreprise. Alors, on va d'abord essayer de resituer Cégide de Vifacture, parce qu'en fin de compte, ça fait partie d'une gamme de 3 logiciels. Donc, c'est pour ça que sur ce tableau-là, vous voyez qu'il y a 3 colonnes. Donc, la colonne orange, celle dont on va principalement parler aujourd'hui, donc c'est Cégide de Vifacture, qui est, on va dire, l'entrée de la gamme, et qui, comme je le disais, permet donc de faire des devis, des factures, Pierre le rappelait, des acomptes, on va dire le basique dans une entreprise. Et puis on retrouve à côté la colonne du milieu, la colonne bleu foncé, Cégide gestion commerciale service, et puis à la droite toute, Cégide gestion commerciale négoce. Alors, qu'y a-t-il dans ces deux autres logiciels par rapport à celui à la première version? Eh bien, dans Cégide gestion commerciale service, comme vous le voyez vers le milieu du tableau, on a rajouté des fonctions qui sont la gestion des bons livraisons clients, la gestion des commandes clients, et puis la gestion des tarifs, c'est-à-dire des tarifs spécifiques pour les familles de clients et les familles d'articles. Voilà, ça permet donc de mémoriser en quelque sorte des prix particuliers pour des clients particuliers, et éviter de faire des erreurs, ou en tout cas de travailler plus vite. Voilà. Donc on peut passer de la version Cégide de Vifacture à la version du milieu service, puis à la version négoce. Voilà, c'est quelque chose qui peut aller crescendo. J'oubliais un point aussi dans Cégide gestion commerciale service, donc la colonne du milieu, qu'il y a en plus, là c'est dans le haut du tableau, les factures récurrentes qui rentrent en ligne de compte dans cette version, c'est-à-dire la possibilité pour l'entrepreneur de fabriquer des factures de manière répétitive. Par exemple, c'est adapté pour les entreprises qui vont faire de la location, par exemple, ou facturer des abonnements. Voilà. Voilà pour la version service. Et puis la version ultime, qui est la version Cégide gestion commerciale négoce, qui reprend, on l'a compris, ce que fait la version service. Et cette fois-ci, on étoffe encore la chaîne administrative de l'entreprise, puisque vous voyez vers le bas du tableau, on a rajouté 2 fonctions qui sont la gestion des commandes fournisseurs, pour, disons, l'achat de marchandises, la gestion des achats des marchandises, et puis la gestion des stocks, bien sûr, qui va avec. Voilà, donc ce sont trois logiciels qui sont, comment dire, évolutifs, puisqu'on peut passer d'une version à l'autre, tout en conservant, bien sûr, ce qui a été fait dans la version précédente, hein, puisqu'on va conserver les clients, on va conserver les articles, les factures qu'on a faites, hein, et on peut monter comme ça d'une version vers l'autre. Alors, vous voyez que dans les petits cadres qui donnent le nom des logiciels, il y a écrit « Nouvelle génération ». Alors, c'est intéressant de le préciser, puisque Cégide de Vifacture et ces 2 acolytes, Service et Négoce, ont changé de version dans le courant de l'an dernier pour passer sur une version tout à fait originale au niveau de l'ergonomie, au niveau de la rapidité, et surtout au niveau de la conformité avec la nouvelle législation qui va arriver pour la réforme
2026 sur la facture électronique. Voilà, donc certains d'entre vous peut-être connaissaient la version précédente, on va dire Cegid de e-facture tout court. Maintenant, on est sur la nouvelle génération. Voilà. Vous voyez en bas de ce tableau aussi qu'il y a un petit mot, il y a écrit New en face de financement de facture, qui est une fonction qu'on retrouve sur les trois logiciels, qui est une option de financement de facture qui permet à l'entreprise, on en reprendra un petit peu tout à l'heure, de se faire payer, pour dire les choses rapidement, qui permet à l'entreprise de se faire payer en 48 heures. Voilà. Vous voyez aussi qu'il est écrit en gras que l'accompagnement, c'est-à-dire la formation, le démarrage, le suivi, la hotline, on va dire, sur ces logiciels, est inclus dans tout ce qui est dans toute la tarification de ces logiciels. Voilà, ça permet cette image-là de brosser rapidement un petit peu le tableau et de savoir ce qu'il y a dans Cegid de e-facture et ses grands frères services et négoces. On peut peut-être passer à l'image qui suit, qui est donc là, comment dire, des points particuliers qu'on peut trouver sur ces trois logiciels. Alors, on les a évoqués rapidement, mais c'est bon d'y revenir de manière plus précise. Quand on voit en premier, il y a on est donc conforme à la réforme 2024, enfin plutôt maintenant 2026, on en parlera de manière plus précise tout à l'heure. Hein. C'est ça une des grosses différences avec l'ancienne version de Cegid de e-facture. Et ça, c'est important qu'on puisse dès à présent proposer à nos amis entrepreneurs, à vos clients, les entreprises, une version qui soit réellement conforme à la nouvelle norme. Voilà. Ensuite, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, l'interface, les écrans, pour parler clairement, les écrans ont été complètement remaniés de manière à offrir à l'entreprise quelque chose de clair, de facilement lisible, de facilement apprenable, puisque l'ergonomie a été revue de fond en comble pour pouvoir justement avoir un usage rapide et surtout un apprentissage simple du logiciel. Ça, c'est intéressant puisqu'on sait que nos amis entrepreneurs sont toujours à la recherche de gains de temps, hein, et puis même dans la mesure où parfois ça peut être vous qui formez directement au logiciel, et bien ce sera beaucoup plus simple pour vous de mettre le pied à l'étrier à une entreprise grâce à un logiciel qui sera avec une navigation qui sera simplifiée. Voilà. Le troisième point qu'on trouve au milieu de cette slide-là, c'est le service de gestion de trésorerie. Alors, il y a un complément qu'on peut rajouter à Cegid de e-facture et à gestion commerciale, qui est le service de financement de facture, qui permet, pour dire les choses rapidement, qui permet à une entreprise de choisir une facture à financer de manière à pouvoir être payée par ses clients en 48 heures. Voilà. En un clic et en 48 heures, c'est la promesse de Cegid. Très schématiquement, ça permet donc de d'émettre une facture vers un client, mais de recevoir le cash beaucoup plus rapidement en 48 heures de la part de Cegid. Et puis plus tard, à l'échéance, de 30 jours fin de mois ou X jours, enfin l'échéance commerciale entendue, à ce moment-là, ce n'est qu'à ce moment-là que le client final, le client de votre client, finira par régler directement à ce moment-là Cegid. Voilà, hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que les entreprises attendaient beaucoup, puisque on sait que le sujet de la trésorerie, c'est quelque chose de très prégnant pour les entrepreneurs. C'est la réponse là pour Cegid, pour aider les entreprises à avoir une trésorerie plus facile à gérer, en tout cas avoir du cash ou comme une sorte de réserve de trésorerie aussi facilement accessible. Ça, c'est intéressant, le suivi de trésorerie, le financement de facture dans Cegid de e-facture. Ensuite, je l'ai évoqué aussi, mais rappelons-le maintenant, pour chacun des logiciels, Cegid de e-facture et gestion commerciale, dans la tarification, l'accompagnement de vos clients est inclus. C'est-à-dire, on est capable de les prendre en charge pour tout ce qui est démonstration, tout ce qui est formation à l'utilisation, et ensuite le suivi s'ils ont des questions. Ça, c'est quelque chose d'original, et vous voyez, on a tout mis en œuvre pour, comment dire, pour que la préconisation que vous allez faire auprès de vos clients soit un succès, à la fois pour vos clients et à la fois pour vous. Ça, c'est important. Voilà. Ensuite, ce qu'on doit rappeler, l'avant-dernier point, c'est le gain de temps aussi pour vous, hein, de préconiser ce genre de logiciel, puisque Pierre l'a rappelé rapidement tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une liaison directe entre ce qui se passe en entreprise, dans Cegid de e-facture, et ce qui se passe chez vous au cabinet, puisque les écritures, bien sûr, comptables, vont passer de Cegid de e-facture à la Comptaloupe, mais non seulement les écritures, mais aussi les pièces elles-mêmes, hein, puisque les PDF de factures seront directement accessibles dans Loop, de manière à ce que vous ayez un support plus simple, plus parlant pour la révision. Voilà, c'était quelques points qui sont importants. L'évolutivité aussi,
on en a parlé. Alors, sur le côté droit de la slide, on rappelle quelques points particuliers sur la conformité de ces factures à la réforme de 2024. Alors ça, c'est un point important, puisque même si effectivement cette réforme est légèrement repoussée à 2026, on a quand même souhaité pouvoir faire mettre le pied à l'étrier à vos clients le plus vite possible, parce que c'est pas la veille de 2026 qu'il va falloir se pencher sur le sujet. Donc dès à présent, Cegid de e-facture est conforme à la norme, c'est-à-dire que les factures qui sont émises par Cegid de e-facture sont dès à présent au format FactureX. Alors je vous rappelle qu'il y a 3 formats qui ont été retenus en France pour la facture électronique. Cegid, quant à lui, a retenu le format FactureX parmi ces 3 formats, parce que c'est un format FactureX qui a plusieurs avantages, qui cumule à la fois on va dire le PDF traditionnel, hein, mais aussi ce qu'on appelle les métadonnées, les données structurées, les données, on va dire, informatiques de la facture électronique, le tout cumulé dans un seul fichier. Donc dans ce PDF au format FactureX, chacun va y trouver son compte, c'est-à-dire que le PDF sera lisible par l'œil humain, on aura donc le lisible de la facture, mais aussi ce PDF contiendra les données qui seront, elles, exploitées par les machines, par les serveurs des PDP et les PPF de l'État pour les factures électroniques. Voilà, donc ça, c'était important de choisir un format qui soit adaptable pour l'usage des entreprises et pour la facture électronique. Ensuite, on a les mentions légales. Hein, vous savez qu'il y a des nouvelles mentions qui vont devenir obligatoires sur les factures. Elles sont déjà présentes dans le logiciel. Hein, voilà. Donc, pas d'inquiétude, on aura des factures qui seront conformes. Et puis, il y a un assistant de conformité que je vous montrerai tout à l'heure sur un petit système de réglage, de surveillance des factures qui permet donc de s'assurer que les factures sont bien conformes et seront acceptées par les différentes plateformes, que ce soit la PPF de l'État ou bien la PDP de Cegid. Voilà. Alors, voilà pour l'état actuel, hein, c'est ces 3 points, le format FactureX, les nouvelles mentions et puis l'assistant de conformité. Et puis, bien évidemment, dès que la PPF, donc celle de l'État et la PDP de Cegid seront ouvertes, et bien sûr, Cegid de e-facture saura communiquer de manière simple avec ces plateformes-là, hein, par le biais de Cegid Business Connect, dont vous connaissez le nom maintenant. Voilà. Alors, je vous rappelle que, bien sûr, les PDP, on a quelques amis éditeurs qui se targuent d'être PDP. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de PDP. Hein. Aujourd'hui, il n'y a que des candidats PDP, dont Cegid fait partie. Hein. Tout le monde est candidat, mais les PDP seront donc, comment dire, élus en fin d'année. Voilà. Donc Cegid, bien sûr, est PDP et candidat pour être PDP. Et bien sûr, on va assurer la liaison entre vos applications, que ce soit Loop, que ce soit de e-facture, avec cette PDP Cegid, bien sûr. Voilà. Alors peut-être que je vais changer d'écran pour vous montrer en plus gros la petite image qu'on voit dans le coin de la slide, qui est donc l'assistant de conformité. Alors je vais partager mon écran. Alors, hop, je vous demande une demi-seconde. Voilà, Pierre, peut-être que là, je vais poser mon écran. Je ne sais pas si tu le vois. Non, je ne vois pas ton écran. Oui, ça y est, il arrive. C'est bon, on le voit. Cegid de e-facture. Voilà, il est en ligne. Voilà, donc on se retrouve dans Cegid de e-facture. Là, on change de casquette. Hein, on est donc l'entrepreneur. On est en train d'utiliser le logiciel. Et je voulais vous montrer donc quelques petits écrans justement relatifs à la conformité de la facture électronique. Voilà. Alors ici, on a la liste des contacts, c'est-à-dire la liste des clients de l'entreprise. Et vous voyez que certains clients, voilà la liste ici, certains clients ont un petit pictogramme vert et certains clients ont un petit pictogramme orange. Alors ce pictogramme indique, comme on le voit sur la petite bulle, si l'entreprise est conforme ou, si le pictogramme est orange, si l'entreprise n'est pas conforme vis-à-vis de la nouvelle législation qui va rentrer en vigueur. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si je rentre sur une entreprise ici qui n'est pas conforme, eh bien on me dit clairement que pour la réforme, il y a deux points qui ne vont pas sur cette fiche client. Le numéro SIRET n'a pas été saisi, ni le numéro de
de TVA du client, voilà, qui seront donc 2 éléments qui seront indispensables pour que, en émettant une facture pour ce client-là, cette facture puisse être acceptée par les plateformes. Voilà. Alors ce petit assistant de conformité qu'on voit au niveau de chaque fiche client, c'est quoi pour nous? C'est la manière de mettre le pied à l'étrier, comme je disais tout à l'heure, à nos clients pour qu'ils puissent mettre dès à présent leur fichier en conformité. Parce que, une fois de plus, quand on a des centaines, voire même des milliers de clients, c'est pas la veille de la réforme qu'il va falloir mettre à jour les fichiers. Hein. On sait qu'il faut plusieurs mois pour une entreprise pour changer ses habitudes et pour se mettre à jour sur de nombreux plans, que ce soit sur des plans de mise à jour des fichiers, de la formation, de choses comme ça. C'est notre manière à nous de contribuer à cette accélération de manière à ce qu'il ne soit pas surpris le jour de la réforme arrive. Voilà, donc chaque fiche client a ce petit pictogramme avec une jauge de progression qui indique le taux, on va dire, de conformité. Et puis on a même mis un lien ici qui permet donc à l'entreprise d'en savoir un petit peu plus sur la réforme et sur la facture électronique. Hein, c'est très didactique, voilà, de manière à ce que les entreprises puissent directement avoir des informations sur ce qui se passe, les nouvelles législations, et ainsi de suite. Voilà. Donc directement dans le produit. Voilà, ça c'était un premier point sur la conformité dans le fichier client. On retrouve ce warning, cette espèce de surveillance aussi au niveau des factures. Alors là, on est plus dans le quotidien. Je suis en train de faire une facture, par exemple, pour un client. Voilà, ici, voilà, une facture qui est en cours. Eh bien, en cours de rédaction de la facture, voilà, je suis en train de vous voyez l'étape numéro 1, je suis en train de créer une facture. Eh bien, en bas de la facture, j'ai pareil une jauge qui m'indique que, alors là c'est clair, écrit clairement, attention, la facture est non conforme à la nouvelle réforme de la facture électronique. Et pareil, je peux en savoir un peu plus sur ce qui ne va pas. Et là, on me dit clairement que pour ce qui est de mon entreprise, tout est OK, tout est à vert. J'ai bien indiqué tout ceci. Par contre, pour le client, attention, on retrouve les points qui clochaient tout à l'heure. Voilà, une fois de plus, alors c'est du pédagogique. Hein, vous voyez que c'est pas bloquant pour l'instant. On dit simplement j'ai compris. C'est du pédagogique et ce qu'on veut là, c'est commencer à expliquer, à faire comprendre aux clients que il y a des contraintes peut-être au niveau de la facture électronique et qu'il faut dès à présent pouvoir y revenir et pour être en position de gérer la réforme de manière propre le moment venu. Voilà, je souhaitais vous montrer ces 2 points. On peut peut-être revenir, Pierre, sur le PPT pour prendre la suite. Oui, François-Xavier. Et Oui. pendant que je le fais, il y a une question. Donc, il s'agit de e-facture. Est-il possible de réaliser une facture avec un téléphone ou une tablette? Alors oui, c'est du web, donc on peut le faire. Techniquement, c'est envisageable. Après, il y a une question, comment dire, de praticité. Une tablette, c'est raisonnable, on va dire, puisque c'est un écran relativement grand. Sur un téléphone, c'est limite. C'est quand même très limite. Hein, voilà. Voilà, il y a une autre question. Est-il possible de réaliser une facture VI? Alors, tu sais peut-être de quoi ça parle. C'est VI, voilà, la lettre V et I. Alors, de vente indirecte peut-être, ou je ne sais pas. Je ne sais pas si ça te parle. Slide suivante, puisque là, on vient d'illustrer l'assistant de conformité. Voilà. Alors maintenant, ce qui était important de voir, c'est comment justement on va pouvoir activer ces gîtes de e-facture, comment nos chers clients vont pouvoir l'avoir. Alors il y a différents cas de figure pour pouvoir ouvrir ces gîtes de e-facture. Voilà, on en a listé là 3 par exemple. Ça peut être directement l'entreprise, votre client, qui souscrit ces gîtes de e-facture tout simplement par le biais du site cgid.com, www.cgid.com. On le verra tout à l'heure. Vous verrez qu'en 3 clics, une entreprise peut directement ouvrir son cgid de e-facture toute seule. Voilà, comme une grande. François-Xavier, est-ce que tu m'entends? Allô? J'ai perdu la connexion.
Donc Cyril. Ouais, je suis là. Je Ouais, peux tu peut-être montes. prendre le relais pour finir si on a Oui, perdu prends le relais. Peut-être il y a un petit problème de connexion côté, excusez-nous pour ça, pas grave, côté c'est pas grave, c'est François-Xavier. pas grave. Oui, oui. Donc en fait, ce que François-Xavier nous expliquait, c'est que l'entreprise, pour souscrire à l'offre de Bifacture en direct sur un portail, et son inscription est très rapide et fluide. Et dans le paramétrage, de Bifacture, il faudra simplement indiquer quel est le code dossier de Loop qui doit parler avec l'application. Et côté Loop, il va falloir activer sur le dossier l'application Cegid de Bifacture. Donc l'ensemble de ces deux informations permet de faire l'appairage entre le dossier de Bifacture et le dossier de production comptable sur Cegid Loop. Dans la deuxième ligne de son slide, il disait que si vous aviez un portail Cegid Expert ou Quadra, vous avez capacité, alors ça c'est un compte que vous soyez en mixte, hein, c'est-à-dire que vous soyez encore un peu sur Expert ou encore un peu sur Quadra et sur Loop, que vous ayez capacité à activer le fonctionnel. S'agissant de Cegid Loop et cette expérience utilisateur à travers le portail, on est en train de travailler sur le sujet. Voilà, donc courant 2024, vous aurez la même expérience qui sera possible à travers Cegid Loop. Nous, on a ce qu'on appelle le Loop Hub dans Cegid Loop que vous devez tous connaître. On fera une intégration, pas au sens technique, mais en tout cas une relation entre des options qui auraient été choisies dans le portail du back-office de Cegid avec les enchaînements d'activation des applications à travers le Loop Hub. Donc tout ça, on y reviendra quand on sera plus mûr sur le sujet, sur l'avancée de nos développements, mais en tout cas, c'est bien l'objectif. Donc vous aurez capacité à avoir la même expérience utilisateur. Voilà pour cette partie. Je ne sais pas s'il y avait un autre slide derrière, Pierre. Il y avait un dernier slide sur la liaison comptable. Ouais, voilà. Bon, j'ai fait les deux en un. Mais donc la liaison comptable, c'est si vous avez un dossier Loop, c'est bien d'activer l'application de Bifacture dès lors que l'entreprise y a souscrite et que le code dossier a été renseigné dans les paramétrages de l'entreprise sur Bifacture. Vous retrouvez tous ces liens là. Il y a un petit doc qui est explicatif. C'est pour ça que vous avez le lien là sous le titre paramétrage de la liaison qui vous permet de vous expliquer comment est-ce que les deux applications parlent entre elles. Il faut savoir qu'à ce jour, on reçoit des écritures et les factures PDF associées produites depuis Bifacture et qui atterrissent dans la comptabilité du dossier Loop. Parfait, merci Cyril. Et puis de toute façon, vous aurez bien sûr le replay de cette session plus le support. Mais ce que je vais faire, c'est également je mettrai le lien que vous voyez ici dans la conversation, de sorte que vous puissiez accéder à ce document qui est assez détaillé, mais en tout cas qui est très clair si effectivement vous souhaitez effectuer cet appairage qu'a mentionné Cyril. Bien, je suis de retour. Ah, tu es de retour, très bien. Voilà. On a eu un petit souci. En fait, Cyril a couvert les deux slides. Peut-être que tu veux juste partager le document sur la story. Alors, ce qu'on peut faire, c'est passer à l'étape qui suivait, c'est donc la liaison, ce qui était le second point. Ça sera peut-être plus imagé. Très bien. Alors, je vais mettre mon écran en partage. Parfait. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà, donc on se retrouve dans Cegid de Bifacture. Ce que je vais vous montrer, c'est la partie liaison comptable entre donc l'entreprise, puisque je vous rappelle que là on joue le rôle de l'entreprise, et vous, le cabinet. Voilà. Donc il y a deux opérations à faire. Il y a une première opération, Cyril en parlait à l'instant, qui est d'organiser la liaison entre le Cegid de Bifacture et le loop du cabinet. Voilà, c'est une opération qu'on ne fait bien sûr qu'une seule fois dans la vie du dossier. C'est une opération qui est simple. Alors, schématiquement, comment ça se passe? Voilà, dans les réglages donc du dossier de Bifacture, dans la comptabilité et dans les ventes, on a une indication comme quoi, par exemple, on est bien lié à un dossier Loop. Voilà.
Alors c'est intéressant cet écran puisqu'il indique effectivement c'est un dossier qui est chaîné avec un dossier loop, mais qu'il était auparavant chaîné avec un CGID ou un CGID expert ou un CGID Quadra. Voilà. Donc c'est ce qui permet notamment à un utilisateur à un cabinet qui serait passé d'une version CGID expert de Quadra à loop, de pouvoir continuer à être chaîné avec le bon dossier. Voilà. Donc l'entreprise va choisir qu'effectivement, désormais, la liaison se fait avec loop. Et à ce moment-là, dans l'option de comptabilisation qui est ici, dans l'option liaison comptable, l'entreprise va pouvoir préciser quelle liaison elle veut opérer avec vous, cabinet. Est-ce que c'est une liaison par fichier? Bon, c'est un petit peu vieillot puisque ça réclamerait de télécharger un fichier, comme ça. Aujourd'hui, on prend une liaison directe. Voilà. Et ça permet donc à l'entreprise de préciser quel est le nom, par exemple, et le prénom et l'adresse mail du collaborateur du cabinet avec qui il travaille, hein, ou l'administrateur système du cabinet. Voilà. Alors, le fait de remplir cette petite fiche par l'entreprise, quand on passe à l'étape suivante, ça a pour effet de vous adresser à vous, cabinet, enfin la personne qu'on a citée, un mail qui décrit donc clairement maintenant les opérations que vous, côté cabinet, vous allez devoir mener dans Loop pour pouvoir finir ce chaînage. Voilà. Donc vous avez ici un lien dans le mail que vous recevez qui vous permet donc de suivre les étapes et puis de finaliser la liaison entre le dossier comptable, le dossier de e-facture et votre loop. Voilà. Vous voyez, donc d'un point de vue pratique, côté entreprise, c'est juste quelques clics, dire oui, j'utilise Loop et voilà quelle est l'identité de mon cabinet. Et puis de vous, de votre côté, c'est de suivre le mail que vous allez recevoir pour les opérations. Alors, un point d'attention qui est effectivement signalé dans le PPT qu'a signalé Cyril, le point d'attention, c'est que le mail que l'entreprise vous envoie par ce biais-là a une durée de validité de 24 heures. Voilà, tout ça pour des questions de sécurité, puisque on va dire qu'on ouvre une porte pour que chacun puisse travailler, hein, et cette porte pour le paramétrage reste ouverte juste 24 heures pour des questions bien évidentes de sécurité. Voilà. Donc le conseil d'amis, c'est que lorsque vous allez organiser la liaison entre le CGID de e-facture et le loop, de bien se cadencer, de bien se coordonner avec l'entreprise. Hein. Par exemple, qu'elle fasse pas ça un vendredi soir et que vous repreniez la main le lundi, puisque on aura dépassé à ce moment-là le délai de 24 heures. Voilà, c'est une opération à réellement bien coordonner, on va dire entre êtres humains, hein, ce coup-ci, pour pouvoir opérer ce transfert. Voilà, ça c'était l'opération qui consistait à organiser la liaison, une fois pour toutes, entre l'entreprise et le cabinet. Voilà. Par contre, à un échelon plus quotidien ou plus fréquent, comment se passe le passage des écritures de l'entreprise vers chez vous? Ça se passe par l'option qui est l'option de comptabilisation des ventes. Voilà. Alors pour la comptabilisation des ventes, pareil, c'est relativement simple. L'entreprise aura simplement à préciser quelle est la période qu'elle veut transférer dans le dossier loop. Là, par exemple, c'est le mois d'octobre, pourquoi pas. Alors que le mois soit achevé ou pas, ça n'a pas d'importance, puisqu'on peut faire le transfert au quotidien si on souhaite, ou toutes les semaines. Hein, ça, les factures sont topées, donc on sait si elles sont passées ou pas. On ne va pas s'amuser à les passer 2 fois, même si l'entreprise fait 3-4 transferts dans le mois, toutes les semaines par exemple. Voilà, donc j'ai précisé la période, et puis je dirais pour aller vite, j'aurais simplement à faire ça et à dire je comptabilise. Voilà, c'est donc 2 opérations en quelques clics pour passer. Alors, bien évidemment, je ne peux plus vous expliquer le principe. Une fois que j'ai donné la période que je souhaite envoyer au cabinet, eh bien, les factures apparaissent ici. Donc, je sais très clairement quelles sont les factures qui vont être passées au cabinet. Et puis, en cliquant sur une facture, j'ai même un détail ici sur le versant comptable, on va dire, le volet comptable de la facture, où j'ai le numéro de tiers, les comptes de classe 7 et la TVA qui apparaît clairement. Donc, je sais, avant même d'envoyer, ce qui va passer au cabinet. Voilà, j'ai un total ici des journaux. Et puis, la possibilité donc de comptabilité, pardon, c'est pas comptabilité, la possibilité aussi d'imprimer le tableau le journal des ventes. Voilà, qui permet de manière plus traditionnelle, on va dire, d'avoir un document en papier, puis avec mon petit stabilo et mon bic, de pointer ce qui va passer. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien un compte un peu traditionnel, on ne les a pas oubliés avec l'édition du journal des ventes. On a aussi ici des avertissements qui indiquent que, par exemple, attention, il y a des factures de
périodes antérieures, donc de mois antérieurs qui n'ont pas été comptabilisés, donc on risque de faire un oubli. Et pareil, on nous indique ici qu'il y a des factures qui sont encore à l'état de brouillon pour ce qui est du mois d'octobre et qui ne sont donc pas comptabilisées. Là, une fois de plus, c'est pour montrer, on assiste le client pour que dans l'idée, il n'oublie rien de passer au cabinet en matière de comptabilité. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est à la fois simple, puisqu'on a simplement les dates à donner et à cliquer sur le bouton comptabiliser pour que ça passe chez vous au cabinet. Mais c'est aussi, on va dire, assisté. Voilà. Alors, Ouais. Oui, Pierre, une question peut-être? Non, il y avait une question, Oui. alors peut-être pour finir sur cette partie-là, hein, la liaison comptable existe-t-elle également entre les deux autres outils, hein, donc service et négoce, CJ de Vitech? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Là, on est en train de voir sur la version devis facture, qui est on va dire l'entrée de gamme, mais bien sûr sur les 2 autres logiciels, on retrouve les mêmes fonctions, voilà. Et pour terminer, voilà, le bouton comptabiliser, c'est la seule action en fin de compte, on va dire, un petit peu sensible que va exécuter l'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe derrière quand on aura cliqué sur comptabiliser? Alors, je ne vais pas vous montrer là parce qu'en fin de compte, c'est pas très spectaculaire, mais l'épisode d'après, après comptabiliser, ça se passe chez vous au cabinet. Vous retrouvez directement les écritures dans les journaux, directement comptabilisées, passées par l'automate. Alors vous retrouvez, comme on l'a dit, les écritures bien sûr dans les journaux, mais aussi les PDF des factures indexées à chaque écriture. Voilà. Donc vous voyez, c'est simple de ce côté-là, côté entreprise, et c'est bon, je dirais encore plus simple, pas très spectaculaire de votre côté cabinet. Voilà pour le transfert comptable. Pierre, donc c'est peut-être une autre question. Écoute, non, je n'en vois pas. Et tu as répondu à celle que j'ai exprimée, que j'ai répercutée. Donc, voilà, pour ma part, c'est fini alors. Oui, je pense qu'on est bon sur cette partie. Merci beaucoup, François-Xavier, pour toutes ces informations. Ce que je vais faire à présent, c'est reprendre la main et terminer sur le troisième sujet, qui est celui de l'écosystème. Je partage mon écran, vous allez le voir arriver, et je vais également changer la caméra. Voilà. Si vous me donnez juste 30 secondes. Et on va faire un petit point effectivement sur l'écosystème. Alors, je n'ai pas l'impression de parvenir et je m'en excuse, à changer la caméra. Donc, on va rester... tu peux peut-être couper ta caméra, Oui, François-Xavier, oui. si ça ne t'embête pas. Ah, voilà. Bien sûr. J'ai l'impression que ça marche. Voilà, excusez-nous. Ce sont les aléas du direct. Alors, écosystème, comme je vous le disais tout à l'heure au début, effectivement, tous les 2-3 mois, hein, comme ça évolue assez rapidement, c'est important pour nous de faire un point avec vous sur l'état des connexions, ce qu'on appelle les API. Cela avance et de plus en plus rapidement, ce qui est une bonne nouvelle. Et effectivement, et comme vous le savez, notre politique, c'est d'être ouvert. Hein, donc CJ Loop est une solution ouverte qui est interopérable. Nos API sont publiques. Elles sont gratuites pour les éditeurs, également pour vous, pour les cabinets, et on accompagne chacun de nos partenaires éditeurs dans la connexion. Donc, pour rappel, nous avons un processus que l'on a mis en place, hein, et que l'on respecte avec chaque éditeur, qui est un processus très cadré pour la connexion, qui est, sans trop rentrer dans le détail, mais de travailler ensemble sur le cas d'usage, c'est-à-dire quel est le flux, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de CJ Loop, dans une V1 du connecteur, et puis en anticipation ensuite pour la V2, voire la V3. Le partenaire, avec notre accompagnement, fait le développement de son côté, donc il consomme les API, hein, comme on dit, donc il prend nos API, il fait le développement de son côté, on lui met à disposition une base de test, on l'accompagne jusqu'à la validation technique entre nos équipes produits du connecteur.
Une fois que c'est validé, l'étape d'après, c'est celle du bêta-test avec quelques clients communs. Et à la fin du bêta-test, eh bien, on valide de nouveau ensemble que la connexion est opérationnelle. Et à partir de ce moment-là, on fait ce qu'on appelle la mise en production ou la diffusion de l'API, du connecteur. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que vous voyez dans le LoopHub, hein, donc dans CJLoop pour les administrateurs, vous voyez apparaître une vignette avec un nouvel éditeur, un nouveau partenaire que vous pouvez à ce moment-là choisir de connecter, d'abonner à certains dossiers, voire à tous les dossiers de votre cabinet. Voilà, donc ça c'est le processus. C'est important de le rappeler parce que quand on dit qu'on a une connexion en production, on est passé avec chacun de nos partenaires par tout ce processus. Et alors bien sûr, il y a parfois toujours des erreurs, hein. C'est la technologie, mais en tout cas, c'est une garantie que ça fonctionne. Et notre stratégie de ce point de vue-là, c'est d'être ouvert, mais également de faire des choses avec méthode, avec nos partenaires et de s'engager dans une durée avec chacun d'entre eux. Hein, pas simplement de faire fonctionner un connecteur une première fois en se disant bon bah ça va marcher. Non, non, on passe au travers de tout un processus. C'est important pour nous parce que c'est important pour vous bien sûr et c'est important pour vos clients. Alors je vous montre maintenant l'état des différentes étapes que je viens de décrire. Hein, commençant par le haut à gauche en production, c'est-à-dire les éditeurs qui sont en production dans CJLoop, dans le LoopHub. Ensuite, en bas à gauche, le bêta-test, hein, qui est l'avant-dernière phase avant la mise en production, puis en cours de développement et les nouveaux contacts. Alors, en production, vous les connaissez, je pense déjà. Ce qui est important, c'est les bêta-tests. Et il est d'ailleurs fort possible que la semaine prochaine, nous ayons de nouvelles mises en production, hein, donc des validations. Et c'est avec Use, donc éditeur de logiciels de pré-comptabilité, et YB également, côté Business Intelligence, DataVis, puisque les bêtas sont finis et que l'on valide, comme je viens de vous le décrire, une dernière fois entre nous, c'est-à-dire nous et l'éditeur, pour décider de la mise en production. Donc il est tout à fait possible que dès la semaine prochaine, ou très bientôt en tout cas, vous voyez ces deux nouveaux éditeurs dans le LoopHub. Parmi les autres bêta-tests en cours, Emasphere, alors c'est en bêta-test depuis quelques temps, même avant l'été, hein. D'ailleurs, pour ceux et celles d'entre vous qui étaient au Loop Day, Emasphere était présent d'ailleurs et a présenté la connexion, le projet de connexion. On n'est plus très loin, il y a encore quelques petits points techniques à valider suite à un bêta-test. Vous voyez, donc on est vraiment dans cette dernière phase et on espère que cela puisse être en production très bientôt. Ingénéo, de même, un bêta-test a fini très récemment et on est sur les derniers paramétrages pour mettre en production. Je voulais mentionner également A2Next et faire un petit zoom dessus, puisque là aussi c'est un nouvel éditeur qui a une offre assez particulière mais très intéressante, puisqu'ils offrent en fait un connecteur universel entre CJLoop et différentes plateformes d'e-commerce, hein, donc ce qu'on appelle des CMS, enfin des plateformes d'e-commerce, donc qui sont Shopify, Magento, PrestaShop, WooCommerce, Oasis et quelques autres. Hein, donc c'est intéressant parce que si vous avez sans doute des clients qui sont des pure players e-commerçants, soit des clients qui sont des commerçants qui ont une plateforme e-commerce basée sur un de ces CMS, donc Shopify, PrestaShop, etc. Hein, eh bien, A2Next a créé, avec notre accompagnement, donc un connecteur universel qui vous permettra de connecter toutes ces plateformes, enfin en tout cas de permettre à vos clients de pouvoir mettre à jour la comptabilité à partir donc les journaux de vente, les écritures, etc. générées dans ces outils-là. Selon deux modèles, et A2Next propose deux modèles qui sont soit, si le cabinet ne veut pas interférer, ben, A2Next peut proposer son offre, son connecteur en direct aux entreprises, hein, aux TPE, aux PME. Il y a un autre modèle qui est de le proposer à vous, les cabinets. Et effectivement, si vous avez de nombreux e-commerçants, hein, en particulier, je pense que ça peut être utile dans ce cas-là, ou vous souhaitez, en tant que cabinet, en fait, gérer les flux, centraliser les flux et traiter en direct, eh bien, vous pouvez aussi vous rapprocher directement d'A2Next. Ce que je ferai d'ailleurs, c'est que je mettrai
je mettrai le contact si vous souhaitez les contacter en direct. Donc une offre assez intéressante qui va être très bientôt disponible sur Sagidloop. Les développements sont en cours, donc c'est sûr dans les semaines qui viennent. Donc voilà pour la partie bêta test. Si on remonte en haut à droite, donc en cours de développement, donc vous voyez que les dates évoluent au fil du temps. Bien sûr, nous sommes dépendants des plannings et de l'avancement des travaux et de toutes ces étapes côté éditeur, sachant qu'encore une fois, nous, on est disponible pour eux, on les accompagne. Avec différents éditeurs, My Company Files, Evolise, Oxtam, qui est un éditeur de solutions de DataVis, de BI reporting pour les cabinets d'expertise comptable, iPadDat sur la partie pré-comptabilité que vous connaissez peut-être. Alors RCA, il y a beaucoup de demandes sur RCA. Alors on a beaucoup parlé au congrès, donc RCA finalise la connexion donc en sortie de Sagidloop dans leur gamme SEG, donc la gamme conseil, particulièrement pour le bilan imagé, pour le prévisionnel, les tableaux bord, etc. Donc on a fait des développements avec eux, notamment des API de récupération de balance, et j'ai validé avec eux que c'était effectivement en cours de développement chez eux, et RCA nous dit que ça devrait sortir sur la fin d'année. Donc ça c'est pour SEG, la gamme conseil. Et côté MEG, mon expert en gestion, cette fois à l'inverse, donc la partie facturation, pré-comptabilité, eh bien les discussions vont démarrer très bientôt sur ce trimestre pour pouvoir vous fournir une API avec MEG sur Sagidloop. Donc là, nous vous tiendrons au courant au fil de l'eau de l'avancée des développements, peut-être sur Q1, peut-être un peu plus tard de l'année prochaine. En tout cas, on avance avec RCA et c'est une très bonne nouvelle pour vous et pour nous et puis pour vous et vos clients. Voilà, nous avons également repris contact avec N2F, qui est un logiciel de notes de frais, qui a décidé effectivement de lancer les développements. Il n'avait pas trop donné de nouvelles ces 6 derniers mois, mais il souhaite maintenant reprendre ces développements-là. Voilà, et puis des contacts avec des nouveaux partenaires. Je vais peut-être y revenir, et pour ça, je vais profiter de la slide suivante, qui est la représentation de l'écosystème de Sagidloop. Alors sous réserve bien sûr des dates de disponibilité, mais en tout cas vous voyez que le projet, chaque projet de connexion avec chaque éditeur est tout à fait cadré et cadencé. Mais en tout cas, on a aujourd'hui un écosystème qui grandit beaucoup sur les différentes catégories fonctionnelles, tant pour vous, c'est-à-dire les solutions que vous utilisez en tant que cabinet pour votre propre gestion ou pour les missions que vous délivrez à vos clients, ou bien sûr des solutions utilisées par vos clients et qui doivent se connecter à Sagidloop. Donc, on a parlé de certains de ces éditeurs ici. Je voudrais peut-être mentionner des contacts qu'on a pris au congrès, et c'est pour ça que on affiche ici ces éditeurs, puisqu'ils souhaitent engager la connexion avec Sagidloop. Et notamment, je voulais mentionner sur les nouvelles missions, vous voyez vers le haut à droite, Quanta, qui est un éditeur que vous connaissez peut-être, qui est spécialisé sur la lutte anti-blanchiment. Donc, une solution très intéressante qui permet d'automatiser en fait les tâches un peu chronophages au début à l'onboarding d'un prospect du cabinet pour toutes les obligations liées à la lutte anti-blanchiment, bien entendu, et puis également la veille. Donc ça ne s'arrête pas à ce moment-là, mais également pour ce qui est de la veille réglementaire anti-blanchiment, pour que vous soyez en conformité tout au long de la vie de ces clients-là. Mentionnons aussi ABCSR, que vous voyez toujours dans les nouvelles missions. Donc là, c'était une solution assez innovante pour mesurer et piloter la performance RSE. Donc ça fait partie des nouvelles missions, et notamment de la durabilité. Cécile de Saint-Michel on a beaucoup parlé au congrès à Montpellier, pour ceux qui y étaient. Voilà, en tout cas, c'est une solution intéressante avec qui nous allons démarrer les développements d'interconnexion assez rapidement. Alors un nouvel éditeur suisse qui s'appelle Kettle, côté GED, vous voyez en haut à gauche, à côté de Je Signe Expert et My Company Files. Donc ce qu'on appelle une Legal Tech.
Alors, il ciblait jusqu'aujourd'hui principalement les avocats, les conseillers en gestion de patrimoine, et il développe une offre pour les experts comptables. C'est assez intéressant, une solution de productivité dans la gestion de l'information, accès sécurisé aux mails, classement, documents professionnels par projet, collaboratif. Hein. C'est assez intéressant. En tout cas, ça vaut la peine d'être vu. Et Oxtam, pour finir, j'en ai parlé sur la partie restitution BI. Voilà, et je vais finir sur la partie écosystème pour mentionner d'autres éditeurs avec qui nous avons échangé sur le congrès. Alors, on ne les a pas encore mis ici, mais vous les connaissez peut-être. eLinks sur la partie GED. Et nous avons d'ailleurs certains clients communs déjà. Hein, donc, nous avons décidé de travailler sur une API. Alex Legal, hein, sur tout ce qui est la prise en charge des opérations juridiques des clients. Et puis, pour finir, une start-up intéressante qui est incubée à INEST, hein, l'incubateur du Conseil de l'Ordre de Paris, qui propose une nouvelle solution de gestion des LMNP, tout ce qui est les contrats locatifs, immobiliers, etc. Donc, à suivre, intéressant, mais en tout cas, bien sûr, on ouvre la porte aussi aux start-up, comme on l'avait fait à l'époque, je me souviens de Secha, hein, il y a pas loin de presque 3 ans maintenant, qui est une belle solution qui se développe bien. Donc voilà, donc vous verrez sans doute au fil de l'eau de nouvelles solutions venir enrichir cette roue de l'écosystème de Cegidloop. En tout cas, c'est un vrai axe prioritaire de travail pour nous et avec tous les partenaires avec lesquels nous travaillons. Voilà sur la partie écosystème ce que je voulais vous dire. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, Spendesk, alors je vois une question sur Spendesk. Alors, on a eu des contacts avec eux. Il faudrait qu'on revienne vers vous là-dessus. Donc, de notre côté, oui, c'est prévu, en tout cas, c'est possible. Puisque, encore une fois, la politique, c'est que Cegidloop est une solution ouverte et tout éditeur qui le souhaite peut venir se connecter. Je vais reprendre contact avec mes collègues de l'équipe Loop sur Spendesk. Parfois, on a effectivement un contact d'un éditeur, on démarre les premières étapes du processus et puis ils arrêtent, ou en tout cas où ils font une pause, ils mettent en sommeil. Ils ont souvent des priorités de leur côté. Voilà. Donc je sais que Spendesk a fait l'objet de contacts, mais pour l'instant, rien en cours. Donc prévu, je ne sais pas, mais possible et ouvert, oui, certainement. Juriact sera connecté avec Cegidloop, c'est déjà le cas. Et ça depuis, je crois, quelques mois maintenant. Je vois un retour d'Olivier qui a fait un test A2Next avec Shopify. Elle n'a pas fonctionné. Oui, effectivement, vous avez raison. Et parce que c'est en cours de développement de leur côté. Vous êtes l'un des cabinets test. Bah, très bien, merci à vous Olivier. Je les ai eus encore ce matin au téléphone et effectivement c'est quelque chose sur lequel ils travaillent. Donc vous devriez avoir de meilleures nouvelles très bientôt. Je continue. Alors on a une question sur Shift. Pour récupérer les flux de caisse comme Zettel. Oui, alors, et A2Next ne récupère pas les flux de caisse. Oui, vous avez raison, A2Next récupère les CMS, les plateformes e-commerce. Donc oui, nous avons des échanges avec Shift. Le modèle est assez similaire. Hein, c'est un connecteur universel avec Cegidloop qui, en sortie ou en entrée, en l'occurrence, sur la caisse, permet de connecter différents systèmes de caisse. Donc oui, des discussions sont en cours. Je ne peux pas confirmer à quel horizon, Olivier, mais en tout cas, je peux confirmer que oui, nous sommes en contact avec eux. Et je mentionnerai également un éditeur de solutions gestion de caisse qui s'appelle MyBe, MYBE, qui était présent d'ailleurs au congrès de Montpellier sur notre stand, hein, qui est une des startups incubées au Cegid Data Lab. Donc MyBe Solution, une solution assez intéressante. J'ai vu une question sur Bobby, hein, qui est une nouvelle solution de facturation et gestion commerciale verticalisée sur le bâtiment. Vous l'avez peut-être vu effectivement dans les communications. Hein, c'est une acquisition de Cegid de cet été. Donc bien sûr, Bobby sera connecté à nos solutions comptables. Je n'ai pas de vue sur le planning, mais en tout cas, ce sera certainement quelque chose que l'on va voir bientôt. Et pour finir, alors en êtes-vous de l'API Silae? Alors ça, c'est la question qui revient malheureusement très fréquemment.
ce qu'il faut savoir, c'est que, et je répète, Loop est une solution ouverte et chaque éditeur qui le souhaite peut venir se connecter. Donc, nous avons sollicité à de nombreuses reprises SILAE pour s'engager en fait, dans cette démarche avec nous et donc leur proposer nos API, les accompagner dans le développement de la connexion. Simplement, SILAE est un peu particulier dans la mesure où, comme vous le savez, ils ont une position plus que dominante sur leur marché, hein, et en fait, ils imposent aux éditeurs comme nous, mais également aux cabinets d'expertise comptable, des conditions qui sont en fait pour nous pas acceptables. Et en particulier, deux choses, qui est celui de nous facturer l'usage de leurs API, donc que nous, Cegid, comme tous les autres éditeurs de production comptable, devraient en fait payer pour l'API. Et ça, c'est contre déjà notre éthique, puisque nous, on ne facture pas ça à nos partenaires. Et d'ailleurs, à notre connaissance, aucun éditeur ne le fait. Donc, SILAE, sauf erreur de ma part, serait peut-être le seul à le faire. Et deuxièmement, exige ou impose des conditions assez strictes sur le maintien des API. Ce qui veut dire qu'on serait obligé de suivre leurs obligations de mise à jour, de développement, d'adaptation de la connexion de notre côté. Donc on serait tributaire de cela pour garantir un bon fonctionnement des connexions. Et on ne souhaite pas rentrer dans ce schéma-là, donc être dépendant d'un éditeur tiers qui nous impose un calendrier qu'on ne maîtrise pas, des développements qui pourraient être très importants qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne peut pas anticiper. Et voilà, donc c'est pour ces deux raisons-là qu'on a refusé ce nouveau dispositif proposé par SILAE. Maintenant, je reviens sur la position de départ qui est la nôtre et qui est que Cegid Loop est une solution ouverte, qu'on est ouvert à accompagner SILAE pour venir consommer nos API et faire des développements avec notre accompagnement, avec une base de tests, etc. Hein, la porte est ouverte de notre côté. Donc, on ne peut que vous inviter à faire pression sur eux et effectivement, on serait très heureux de démarrer rapidement avec eux. Oui. Ouais, bonjour Pierre, je vais faire un petit complément. Bonjour, c'est Frédéric Menot. Bonjour. Juste pour information, on essaie justement pour essayer de combler ce manque fonctionnel, de trouver une solution, puisque Cegid Loop ne pourra pas le faire directement, puisque, comme vous l'expliquez Pierre, c'est un petit peu compliqué au niveau des contrats et ainsi de suite. Mais j'essaye de voir si on peut vous trouver une solution par un partenaire externe qui serait à même de faire cette interconnexion entre les applications SILAE et les applications Loop. C'est en cours de discussion et on reviendra rapidement, si ça va au bout, vers vous pour vous annoncer cette nouvelle permettant, en attendant, de pouvoir traiter le sujet. Voilà. Merci Frédéric. Voilà, je regarde les questions. Il y a une question sur Agicap. Alors effectivement, on avait été en relation avec Agicap, mais il y a facilement 1 an. Et là aussi, le suivi n'a pas été très réactif de leur côté. Je le note et effectivement, peut-être de revenir vers eux et voir s'ils seraient prêts à redémarrer avec notre accompagnement le travail d'interconnexion. Donc un petit peu comme Spendesk, hein, la même situation. Hein, donc des contacts ont eu lieu et puis à un moment, il n'y a plus de son et plus d'image. Mais ça peut reprendre. Donc on va les recontacter. Et une question sur l'API de Secha fonctionnelle. Alors je les ai eues, effectivement, il y a eu des petites erreurs que peut-être certains d'entre vous ont constatées dans la récupération de certaines données fin septembre. Et nous avons appliqué un correctif qui a été appliqué par Secha. Et Secha m'a dit, et c'était la semaine dernière, que ça fonctionnait bien de leur côté. Voilà, maintenant, est-ce que ça fonctionne, donc Aurélien, de votre côté? Ça, c'est la question. En tout cas, la réponse était positive de la part de Secha la semaine dernière. Mais je vérifierai à nouveau, si vous posez la question, c'est que peut-être qu'il y a encore un souci de votre côté. En tout cas,
cela semble résolu côté C#. Voilà, je crois qu'il est 15h30. D'ailleurs, je ne vois plus de questions. Donc, je vais clore la session d'aujourd'hui. Un grand merci de votre présence. Vous étiez très nombreux aujourd'hui, donc merci également pour ça. Rendez-vous donc au prochain webinaire Nouveautés Cegid-Loop. Donc vous pouvez vérifier d'ailleurs sur ce lien que vous voyez, et vous l'aurez également dans le support qu'on vous enverra, puisque vous avez les différentes dates. Et comme vous le savez, on essaye toujours d'être autour du 13, 15, 18 du mois, enfin en tout cas avant la TVA. Donc rendez-vous le mois prochain. Rendez-vous également pour le lancement de la version 5 de Cegid-Loop, dont Cyril vous a parlé tout à l'heure. Donc surveillez vos communications. Voilà, comme toujours, vous recevrez en début de semaine prochaine un email avec le replay, un lien vers le replay, le support, et puis également la possibilité de vous inscrire. Et c'est le deuxième lien que vous voyez ici, sur des web formations qui sont gratuites et dédiées pour vous, animées par nos équipes Professional Service. D'ailleurs, Victor était là aujourd'hui, Melin, mais également Franck Solakian. Et ce que Victor et Franck s'attachent à faire, c'est de vous montrer les nouveautés qui ont été annoncées par Cyril au webinaire précédent. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour approfondir votre connaissance ou la prise de connaissance de ces nouveautés-là. Voilà, et vous aurez également le lien dans le support. Voilà, un grand merci et toutes nos excuses. On a un petit peu dépassé de 2 minutes, mais c'était une grosse session aujourd'hui. Merci encore une fois de votre présence. Merci Cyril, merci Frédéric et merci François-Xavier. De votre participation aujourd'hui et nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un très bon week-end. Au revoir et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir, bonne fin de journée. Merci. Merci.